Évasion Guinée, merci de l'attention. Bienvenue à tous et à toutes dans ce magazine du dimanche consacré aux faits marquants de la semaine. Après la journée ville morte observée le 2 avril et la tentative d'assassinat contre son porte-parole, l'opposition républicaine et ses militants étaient dans les rues de Conakry lundi 13 avril pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'insécurité grandissante. À Rassouma, les manifestants et les forces de l'ordre ont joué au chat et à la souris. Des scènes de jets de pierre et de tirs de gaz lacrymogène auront marqué cette journée dans la deuxième plus grande commune de Conakry. C'est un reportage signé Abdrahmane Ba. Des véhicules pick-up de la CMIS stationnés au carrefour Amdallaï est prêt à intervenir. Sur ce axe, la circulation a été très tôt bloquée. Les manifestants qui ont occupé cette route se sont heurtés à un important dispositif sécuritaire déployé sur cette zone. Les jets de pierre des manifestants sont répliqués par des tirs de gaz lacrymogène. Les accrochages font dérouter certains manifestants qui ont rallié le domicile du chef de file de l'opposition. Là, le président de l'UFDG a pris le devant pour faire le tour dans certaines communes. Mais à 2 reprises, l'opposant et ses militants sont bloqués à Dixine par les forces de l'ordre. Les négociations restent vaines et le président de l'UFDG décide de rompre la manifestation à cet endroit. Alors à partir de maintenant, je pense que ça a été un succès. Il n'y a pas eu beaucoup de violence. Surtout de votre part, parce que quand même les forces de l'ordre ont utilisé leur arme à feu. Nous avons marre de la discrimination, nous avons marre de la misère. Et nous savons que M. Alpha Condé ne peut pas être à la hauteur de la fonction présidentielle. Du haut de son véhicule, Cellou Dalein Diallo annonce aussi que les manifestations vont se poursuivre dès demain mardi, et ce, jusqu'à l'obtention de leurs revendications. On n'arrête pas demain à la première heure. Il faut que l'opposition républicaine se mobilise comme aujourd'hui, jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Selon ses leaders, une dizaine de manifestants seraient blessés, dont un mort par balle. Après 2 jours de manifestations contre l'insécurité en Guinée, l'opposition républicaine a fait le bilan dans lequel elle a déploré la mort de certains de ses militants condamnés des violences perpétrées qui, selon elle, sont causées par des forces de sécurité. L'opposition appelle à une autre manifestation le lundi prochain, une démarche désavouée par la majorité présidentielle qui accuse les opposants de vouloir déstabiliser le pouvoir du président Alpha Condé. C'est un dossier politique signé Fally Guilavogui. Après 2 jours de grogne contre l'insécurité en Guinée, l'opposition républicaine dresse un bilan assez mitigé, salue la forte mobilisation de ses militants, mais condamne ce qu'elle appelle bavure policière pendant sa manifestation politique. Il y a eu au moins une cinquantaine de blessés, dont 12 par balle. Il y a eu 3 morts, dont 1 par balle. Les 2 autres ayant enregistré des chutes parce qu'ils étaient poursuivis par les forces de police et de gendarmerie. Ils ont connu des accidents qui leur ont coûté la vie. Il y a eu une centaine d'interpellations. Il faut dire donc de ce point de vue, c'est un échec cuisant pour les forces de police et de gendarmerie chargées du maintien d'ordre. Un maintien d'ordre qui est assuré parfois par des armes de guerre au lieu d'armes conventionnelles utilisées pour la dispersion des manifestations. Ceci est extrêmement grave. La majorité présidentielle désavoue la démarche de l'opposition républicaine. Ça, c'est des allégations mensongères qui n'ont pas de preuves. Le président n'a rien ordonné, mais vous devez comprendre que c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'une opposition affiche directement sa volonté de déstabiliser un gouvernement. Directement. En faisant quoi? En s'attaquant aux institutions de la République. La mairie, la CENI, etc. Après 2 jours de tempête politique à Conakry, l'opposition appelle ses partisans à une nouvelle manifestation lundi prochain. Nous avons estimé que les populations avaient besoin de souffler un peu, que les Guinéens qui vivent au jour le jour avaient besoin de pratiquer quand même quelques activités pour se procurer un minimum de revenus, de manière à assurer leur subsistance pour les jours à venir. Donc nous avons décommandé la marche du jeudi, nous l'avons reportée au lundi. Et lundi, nous aurons donc le temps de mieux encore préparer cette manifestation pour qu'elle soit une plus grande réussite par rapport à celle du lundi 13. Nous avons décidé d'une marche contre l'insécurité, mais aussi
contre la mauvaise gestion du processus électoral et la malgouvernance en général. Et nous continuons sur notre lancée. Nous nous inscrivons dans un cycle ininterrompu de manifestations jusqu'à ce que nos revendications, qui s'adossent toutes sur la Constitution et les lois de la République, soient prises en compte par les autorités de ce pays. Le parti au pouvoir accuse les opposants de vouloir déstabiliser le pays, mais ne parviendront pas, selon le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel. Nous constatons déjà que l'opposition guinéenne est dans sa logique de déstabilisation du régime du professeur Alpha Condé. Ils doivent comprendre que la Guinée n'est plus dans la transition. Nous avons un président de la République démocratiquement élu. S'agissant de la reprise du dialogue politique, opposition et mouvement sont pour l'heure à couteau tiré. Nous avons dit que nous sommes prêts à aller au dialogue, mais quand même sous certaines conditions. Nous avons exigé premièrement que le chronogramme électoral, que moi j'appelle chronogramme de la discorde, que ce chronogramme d'abord soit annulé par la CENI. Deuxièmement, que la CENI gèle ses activités pendant toute la durée du dialogue, comme ce fut le cas en 2013. Et enfin, nous exigeons la libération des dizaines et des dizaines de manifestants qui sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes. On ne peut pas aller au dialogue avec des chapelets de préalable. Ces chapelets de préalable tuent le dialogue. Il y a des problèmes qui sont posés. Nous discutons autour de ces problèmes-là pour que nous puissions avoir des solutions. Mais avec des préalables, ça veut dire qu'ils n'ont pas une once de volonté pour discuter. Les préalables ne nous amènent nulle part. Politique, toujours dans cette rétrospective de la semaine, la CENI a organisé mardi une journée d'information électorale. En toile de fond, la présentation des résultats de l'installation et la formation de ses démembrements, entre autres, Ouleimatou Kouroudiallo. Informer la classe politique, la société civile, les médias et l'administration sur l'état d'avancement des opérations électorales en matière de mise en œuvre du chronogramme électoral de l'élection présidentielle et surtout leur permettre d'échanger et poser toutes les questions sur l'avancement de la procédure électorale guinéenne. Telle était la raison de cette rencontre de la CENI, le CIP et les acteurs concernés dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Pour cette 5e rencontre avec les acteurs du processus électoral, la CENI estime ne pas être la seule à être concernée et entend inclure les autres partis. Désormais, à chacune des étapes du processus électoral, la CENI sera en contact avec tous les acteurs pour qu'on puisse faire ensemble l'évaluation de ce qui est fait et de projeter ce qui est à faire. Le président de la CENI, venu assister à la rencontre organisée par le CIP, souligne le rôle de la CENI dans le processus électoral et de l'importance qu'elle lui accorde. La CENI a l'obligation, conformément au texte, de pouvoir échanger avec vous, recueillir justement vos impressions et vos sentiments pour nous permettre de continuer à qualifier notre travail dans votre propre intérêt. La biométrie qui est utilisée, elle est d'une très grande fiabilité. Les données qui vont être collectées sont des données qui seront préservées. Tout un système de préservation et de consolidation de ces données se met en place. Transparence oblige, la présentation des résultats de l'installation et formation des démembrements était l'un des points de l'ordre du jour. Pour ce, Dr Amadou Kaba estime que leur objectif est atteint. Nous avions à mettre en place 495 membres, dont 165 de la mouvance, 165 de l'opposition. À l'issue des travaux, il a été installé et formé 2415 membres, soit 99,8%. Cela veut dire que notre objectif global a été atteint. Dienab Touré, commissaire à la CENI, appelle les opérateurs de saisie à plus de responsabilités et souligne quelques améliorations par rapport aux précédentes élections. Je leur demande tout le sérieux dans ce travail pour ne pas altérer les données des citoyens qui vont enregistrer. On a essayé d'améliorer notamment au niveau de la prise des photos, des empreintes et même de la sauvegarde des données et dans l'import et l'export des données aussi au niveau du site central.
Le CIP a au cours de cette rencontre présenté le kit d'enrôlement, le cadre judiciaire de la révision du fichier électoral et annoncé le recrutement de 500 superviseurs, 500 opérateurs techniques de saisie, le lancement de la révision de la liste électorale le 24 avril prochain et surtout le déploiement des kits hygiéniques par rapport à la maladie à virus Ebola. Il n'a pas aussi manqué de souligner l'aspect de la réussite d'une élection par rapport à sa technicité et la gestion judiciaire du fichier. 48 heures après les échauffourées de la manifestation organisée par l'opposition contre, entre autres, l'insécurité, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques appelle à la classe politique à une prise de conscience. Une invite faite jeudi à Conakry au cours d'une conférence de presse animée par Khalifa Gassama Diaby. C'est un reportage d'Alamandi Sanou Djoumissi. Le département des droits de l'homme a pour rôle de garantir un environnement de paix. C'est pour cette raison que plusieurs démarches ont été effectuées par Khalifa Gassama Diaby afin d'établir le dialogue entre membres de l'opposition et mouvances politiques. Malgré tout, les efforts fournis restent insuffisants, car ces derniers jours, la Guinée a connu des manifestations d'ordre politique qui, comme d'habitude, ont fait des morts et des blessés. Je vous rappelle d'abord que c'est un devoir constitutionnel pour ceux qui gouvernent de garantir la paix sociale. C'est notre travail. On a fait des efforts, il faut continuer à le faire. Visiblement, les efforts qui ont été faits ne suffisent pas puisqu'il n'y a pas de dialogue encore. Donc il faut continuer à le faire pour qu'il y ait un dialogue. Un mort est un échec pour nous, pour l'ensemble du pays, mais c'est une tristesse aussi, et singulièrement pour les familles. Et cela doit cesser. C'est pour cela que nous devons renoncer à la violence. Ça n'a pas d'issue. C'est une impasse mortifère pour ce pays. Il condamne également le fait que les journalistes soient souvent victimes de violences dans l'exercice de leur métier. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord condamner, dénoncer ces faits inacceptables, les condamner fermement et soutenir les victimes, les journalistes victimes, les soutenir dans leur démarche pour que justice leur soit rendue. Hélas, c'est un travail difficile. Il annonce la mise en place d'un observatoire composé de journalistes et d'acteurs de la société civile qui aura pour rôle de recueillir certaines informations sur les fauteurs de troubles afin que justice soit faite. C'est une idée sur laquelle nous travaillons avec notamment le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est une idée que nous avons évoquée à Genève lors du passage de la Guinée pour les PU, l'examen périodique universel. C'est une structure qui va avoir beaucoup de choses à faire sur le terrain et nous travaillons pour recueillir les éléments de preuve de la violence des uns et des autres. Après, nous travaillons derrière pour que la justice puisse les poursuivre parce que nous aurions des preuves concrètes. Des violences qui, selon certains, peuvent être évitées à travers un combat farouche contre l'impunité et un débat franc entre les acteurs politiques de tous bords. Il faut privilégier le dialogue pour sauver l'année scolaire 2015, une exhortation des directeurs communaux de l'éducation à quelques jours des manifestations politiques appelées lundi dans tout le pays par l'opposition républicaine. Ces cadres craignent les répercussions de ces manifestations sur le programme d'enseignement déjà réduit par la crise du virus Ebola. À Ratuma, cette inquiétude est encore plus grande puisque les manifestations du début de cette semaine ont empêché de nombreuses écoles de faire des cours à Dramanba. L'impasse politique qui prévaut dans le pays risque de piétiner sur l'achèvement du programme scolaire de cette année. Une année scolaire spéciale déjà réduite par les conséquences de l'épidémie d'Ebola, avec les menaces de l'opposition républicaine d'organiser une série de manifestations à partir de lundi prochain et dans tout le pays. Les directeurs communaux de l'éducation expriment des craintes que ces manifestations pourraient avoir sur le déroulement normal des cours. Dans la commune de Ratoma, zone pro-opposition, l'inquiétude est encore plus grande. Chez moi ici, c'est pas aussi facile parce que c'est là où se trouve l'axe Amdallah jusqu'à Symphonia, jusqu'au-delà de Symphonia. L'axe là, toutes les écoles qui sont aux abords, n'est-ce pas, de la route Le Prince, particulièrement quand il y a des problèmes, ces écoles sont obligées de fermer leurs portes. Des inquiétudes légitimes puisque chaque jour ou semaine de cours perdus ne peut être rattrapé. Pour le moment, nous n'avons aucune stratégie. Nous allons y réfléchir, mais
L'opposition, la semaine dernière, ça nous a surpris. Évidemment, on a dit que cela peut impacter négativement sur le déroulement normal des cours dans nos écoles, surtout à la Touma. Quand on perd une semaine, on ne peut plus les récupérer parce que les examens sont prévus pour le mois d'août et le cours doit se faire le 31 juillet. Donc, quand on perd un jour, 2 jours, 3 jours, on n'a plus de recours, on n'a plus de temps pour récupérer les temps perdus. C'est pour cela que nous demandons respectueusement les gens de revoir les copies pour ne pas que nos enfants tombent dans une situation irréparable. Les directeurs communaux de l'éducation n'approuvent pas l'option de la manifestation. Ils demandent aux acteurs politiques de donner une chance au dialogue. L'ONG islamique Jama'atou Soumaya vient de sceller un partenariat avec l'association Guinée Mouvement. Les deux structures ont organisé jeudi une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Des prières et bénédictions ont été dites pour que règne l'entente entre les Guinéens. L'association Guinée Mouvement compte rencontrer les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle. C'est un reportage signé Fali Dilavogui. C'est une rencontre qui a deux objectifs. L'adhésion de l'ONG islamique Jama'atou Soumaya aux actions de l'association Guinée en Mouvement et la cérémonie de lecture du Saint-Coran pour que règne la paix en Guinée. Les organisateurs de cette rencontre font de l'unité nationale et de la préservation de la paix leur priorité. C'est le lieu pour nous de lancer aussi un appel aux leaders politiques et au gouvernement de bien vouloir s'accepter afin que, d'une manière générale, la vie dans la cité guinéenne soit paisible et fraternelle. Il faut qu'on privilégie le dialogue, il faut qu'on s'entende, il faut que les politiciens acceptent de s'asseoir, de dialoguer et non pas d'utiliser la violence comme ce que nous avons vu dans les 2 jours là. Donc c'est pourquoi nous sommes déterminés à sensibiliser la population, à sensibiliser les femmes, à faire passer des messages de paix, dire à nos mamans de conseiller leurs enfants, de dire que la violence ne résoudra rien en Guinée. Dans son agenda, le président de l'association Guinée en Mouvement peut rencontrer les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle. Nous avons comme programme aussi de leur rencontrer, de leur parler, car nous sommes tous de Guinée, de leur dire que c'est la jeunesse qui souffre, c'est les femmes, nos mamans qui souffrent. Donc il faut qu'il y ait la paix dans ce pays. Si on veut aller aux élections, chaque fois qu'il y a des élections, il faut tuer des jeunes. C'est la jeunesse guinéenne qui est en train de perdre. Et nous sommes là pour préserver l'unité de la Guinée, pour aider à changer l'image de la jeunesse guinéenne. Il y a un parlement. Donc maintenant, le dialogue, c'est au niveau du parlement, normalement. Vêtus de blanc, les fidèles ont égrené leur chapelet, invoqué la grâce divine pour que règne l'entente entre les Guinéens. Réaction du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, face à la sortie médiatique de Mohamed Diallo, alias Junior, détenu à la maison centrale pour crimes et d'autres faits illégaux. Réaction dans laquelle Maître Cheikh Sako a suspendu le directeur national de l'administration pénitentiaire pour faute lourde et annoncé d'autres mesures idoines en vue, dit-il, de corriger les dysfonctionnements de l'appareil pénitentiaire du pays. Le point avec Lansana Traoré. Après la sortie médiatique de Mohamed Diallo, alias Junior, le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux est monté au créneau pour replacer les dés dans le damier de l'appareil pénitentiaire. Il y a 2 mois, M. Junior a eu des contacts avec un journal en ligne. On a su après, par une enquête interne, que c'était le gardien en chef. Au jour d'aujourd'hui, ce gardien chef est en prison. Avant-hier, on apprend que le même détenu, pour des faits de crime, fait cette fois-ci participe à une discussion avec les journalistes d'une radio locale. En tant que chef de ce département, on a fait une réunion de crise ici avec mon secrétaire général et l'inspecteur judiciaire. Et donc, j'ai demandé à passer à la télévision pour prendre des mesures qui sied en la circonstance. Si le présumé cerveau dans l'assassinat de Mme Boiro est à sa 2e sortie médiatique, n'y a-t-il pas de dysfonctionnement dans le système pénitentiaire? En France, il y a des dysfonctionnements. Au Niger, il y a des dysfonctionnements. En Guinée, on ne va pas faire l'exception. Alors, notre rôle ici, c'est qu'il faut lutter contre ce dysfonctionnement. Il faut qu'elle soit limitée.
ce qui explique la mesure draconienne qu'on a prise hier, mais ça va suivre. En attendant, dans les mois ou dans l'année à venir, de déménager dans la nouvelle prison de Dubreka, Yorokodia. Sur la question de suspension du directeur national de l'administration pénitentiaire, Maître Seksako répond. C'est important pour moi de travailler avec les cadres de confiance. Il y a la compétence, mais il y a la confiance et la loyauté. Alors, la maison d'arrêt étant un endroit très sensible, il fallait que ce soit quelqu'un qui m'est proche au niveau du département. Ce qui explique la nomination de M. Camara à titre provisoire, on puisse dire. Également, le garde des Sceaux a instruit au procureur de la République près de la cour d'assises de Conakry de déclencher une enquête en vue de situer les responsabilités. 3 mesures ont été prises hier, donc la suspension du directeur, la nomination par intérim d'un nouveau directeur, et la 3e mesure, effectivement, j'ai instruit le parquet général et je lui ai donné 24 heures. Alors, comme on tombe sur un week-end, ça va être 48 heures, pour qu'au plus tard, lundi, on me dépose un rapport ici sur les premières enquêtes, ou en tout cas, chercher un peu les complicités internes et externes. En plus de cette action judiciaire, le département de la justice entend saisir la HAC pour violation de certains principes du métier de journalisme. S'il n'y a pas de journaliste indépendant dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Vous voyez, j'ai enseigné la déontologie dans les écoles de journalisme ailleurs et tout. Je suis assez surpris que des journalistes interviewent donc quelqu'un qui est détenu pour des faits de crime. Ça peut être fait, mais il y a des procédures pour ça. Mais vous avez des règles déontologiques aussi qu'il faut absolument respecter. Donc je vais saisir la HAC pour demander des explications. Maître Seksako entend corriger les brebis galeuses du système pour enfin éviter ces dysfonctionnements qui ne font que durer. La Guinée vient de suspendre l'importation et le transit de tous les produits avicoles provenant du Burkina Faso. C'est à cause de la grippe aviaire à virus H1N5 existant dans ce pays que le gouvernement guinéen a pris cette décision pour mieux protéger la population contre cette maladie. C'est un reportage de Nabi Kamara rendu en studio par Mamadi de Kondé. Le Burkina Faso est frappé par la grippe aviaire à virus H5N1 depuis le début du mois d'avril. Compte tenu de l'importance des échanges commerciaux sur la volaille et ses produits avicoles en Afrique de l'Ouest, le risque d'introduction de cette maladie en Guinée demeure. C'est pourquoi le ministre de l'Élevage et des Productions animales a pris des mesures de prévention pour préserver l'élevage avicole guinéen et protéger la population contre cette maladie. Nous leur avons demandé de renforcer la surveillance et de refuser systématiquement l'entrée en Guinée de poulets ou de produits de volaille en provenance du Burkina Faso. 4e point sur lequel nous avons insisté, c'est le renforcement de nos relations. Parce que vous savez, il y a l'Organisation internationale des épizooties, des maladies animales, c'est comme un peu l'OMS, comme on dit, au niveau international. Et puis il y a une organisation au niveau de l'Union africaine qu'on appelle UABIRA qui fait en sorte qu'on se concerte avec les techniciens de tous ces pays, se concertent entre eux pour essayer de détecter et de lutter contre les maladies transfrontalières. Et ce système que nous avons mis en alerte et on est en contact avec les techniciens des autres pays pour détecter tout cas de mort de volaille. Concernant les rumeurs de l'existence d'un cas de la grippe aviaire à virus H5N1 en Guinée, le ministre de l'Élevage et des Productions animales rassure les Guinéens. Oui, le ministère de l'Élevage et des Productions animales rassure la population que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Nous avons des services techniques très compétents, nous avons les moyens qu'il faut et nous sommes en train cette alerte, c'est fait pour ça. Donc il ne faut surtout pas céder à la panique. Le gouvernement fera tout pour sauver les fermes, et les volailles et surtout les vies humaines. Et je précise, on n'a pas encore constaté, fort heureusement, un cas de grippe aviaire en Guinée. Ça se passe au Burkina Faso, on sait que ça n'arrive pas ici. Donc ils peuvent tranquillement manger le poulet guinéen. Le poulet importé du Burkina Faso ne viendront pas perturber leur santé. Ça, nous prenons l'engagement.
Le patron du département de l'élevage et des productions animales a invité les éleveurs de volailles à la vigilance et au renforcement de la collaboration avec les services sanitaires pour une détection précoce de tout cas suspect dans le pays. Un atelier national de validation de la stratégie de prévention de conflits et consolidation de la paix en Guinée est organisé au Palais du Peuple par la Fondation suisse pour la paix. Cet atelier de 2 jours a regroupé les représentants des organisations et institutions guinéennes, mais aussi ceux de la société civile, des syndicats et de l'armée. Il a pour but d'influencer les participants et améliorer le travail effectué au cours des différents ateliers de réflexion qui ont été organisés. Le ministre d'État chargé à la justice était à cet atelier pour représenter le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un reportage de Ouleimatou Kouroudiallo. Après des ateliers de réflexion organisés à Conakry et dans les 4 régions naturelles de la Guinée, la Fondation suisse pour la paix organise ces 15 et 16 avril un atelier national de validation de la stratégie de prévention des conflits et de consolidation de la paix au Palais du Peuple. Objectif, présenter les données en vue de bâtir une stratégie qui permettra aux citoyens guinéens de vivre dans la cohésion et de consolider la paix. Après avoir récolté plein de données, donc nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir monter le document que nous avons élaboré sur la base des données récoltées et le soumettre à un certain nombre d'acteurs nationaux pour qu'ils puissent nous dire si réellement nous sommes sur la bonne voie et si le document est pertinent. Sinon, ils vont le critiquer, l'analyser et vraiment, à la fin du compte, le valider. Représentant le chef de gouvernement, le ministre d'État chargé de la justice, après avoir apprécié la présence des participants venant de l'intérieur du pays, estime que sans la consolidation de la paix, on ne peut accéder à un développement harmonieux. J'ai dit quelques mots en attirant l'attention de l'assistance sur l'importance pour notre pays de prévenir toute forme de conflit et surtout de consolider la paix. Vous savez, sans la consolidation de la paix, on ne peut pas accéder à un développement harmonieux. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays si la paix n'est pas consolidée. Vu la crise politique à laquelle la Guinée fait face, les participants apprécient cet atelier de validation et souhaitent voir la publication du document présenté. Cet atelier vient à point nommé. Je crois que quand il s'agit de parler de paix, c'est dans la paix que tout est possible. C'est dans la paix que s'élabore le développement. C'est dans la paix que nous pouvons coexister pacifiquement dans nos sociétés. Donc, c'est établir un document sur la paix. Je crois que c'est une manière aussi de participer au développement de ce pays. Et aussi, vu le contexte, la situation même actuelle de ce pays, nous avons besoin de ce mot. Il faut qu'on le conjugue à toutes les formes et voilà, et que ça nous permette au sortir de tout cela de le vulgariser pour que chacun s'approprie de ce document parce que rien ne peut se faire sans la paix. Je souhaite que le document la voie le jour, puisque vraiment ça va arranger beaucoup la population guinéenne. Voyant ce qui se dessine à l'horizon, vraiment il nous faut des choses comme ça là pour la consolidation de la paix pour notre pays. Au cours de cet atelier, il a été question d'actualiser la cartographie des conflits en lien avec les stratégies divisées en 6, à savoir la construction d'une légitimité politique basée sur des accords politiques inclusifs, la cohabitation pacifique et du genre, la sécurité des personnes et de leurs biens, la justice, le fondement économique et les revenus et services. La lutte contre le virus Ebola est en voie de régression en Guinée. Les mesures préventives en vue de bouter la maladie ne sont plus respectées au pied de la lettre face à l'autosatisfaction de ceux qui pensent que l'épidémie est en train d'être circonscrite. Toutefois, des risques de recrudescence du virus existent encore de l'avis des spécialistes de la santé. C'est un reportage de Néné Oumoubaldi. Si au début de l'apparition du virus Ebola en Guinée, les mesures d'hygiène étaient respectées à la lettre, ces derniers temps l'on constate un abandon progressif de cette pratique, notamment le lavage des mains à l'eau de Javel qui est devenu le dernier souci de certains Guinéens. Aussi, l'utilisation des gels bactéricides ne fait plus partie du quotidien de certains. Et cela est dû parce que le gouvernement a affirmé tout récemment à la télévision que le taux a baissé. Raison pour laquelle beaucoup n'utilisent pas, même moi personnellement, je ne l'utilise pas.
Oh, ça fait pratiquement 3 mois comme ça. Hein. Certains citoyens vont jusqu'à accuser la coordination en charge de lutter contre cette maladie. Ils estiment que celle-ci a baissé les bras par rapport à la communication sur cette épidémie. La coordination a délaissé, a un peu relâché la corde. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les gens ont un peu relâché, c'est parce que le service qui est chargé pour la lutte contre cette maladie a un peu diminué ses efforts sur le terrain. Les citoyens lancent un appel afin que ce virus quitte à jamais la Guinée. À nos mamans, à nos frères, c'est à toujours préserver l'hygiène publique afin que vraiment cette maladie puisse quitter dans notre pays. Ils vont savoir que vraiment Ebola ça existe. Ils n'ont qu'à faire tout possible d'utiliser l'eau de Javel. Un bon appel quand on sait qu'Ebola a endeuillé plusieurs familles dans le pays et il continue toujours à faire des victimes. Et puis cet accident de la circulation survenu mardi à Nongotadi dans la commune de Ratoma, le bilan est lourd, 4 morts sur le coup, un autre à l'hôpital et 2 se trouvant dans un état critique. Les victimes étaient toutes des élèves sur le chemin de l'école dans un 4x4. C'est un reportage signé Bernard Koundouno. Il s'agit d'un véhicule 4x4 immatriculé RC 7393 série AA en provenance de Lamagny qui avait à son bord 7 élèves en partance pour l'école qui s'est renversé ce mardi aux environs de 7h30. Bilan 4 morts sur place, 1 à l'hôpital et les 2 autres dans un état critique. Selon les témoins, l'inexpérience du conducteur serait la cause du drame. Le matin très tôt, nous sommes sortis devant la cour. Et lorsque nous étions arrêtés devant la cour, il y a un premier véhicule qui venait, une RAV4 en toute pompe. La RAV4 est passée. 2 minutes après, lui, il a suivi. La voiture a suivi en toute pompe. Il a doublé un véhicule, là où juste se trouve la plaque. Quand il a doublé le véhicule, il y avait un autre véhicule qui venait devant. Il a essayé de dévier ce véhicule. Il est rentré à gauche et il a perdu le contrôle. Le véhicule a fait comme s'il avait volé. Il a cogné l'arbre. Il a tourné 4 fois. Venu se retrouver ici. Sans seulement nous avons intervenu. Quand nous sommes venus, j'ai vu 4 morts sur le champ, sur le sol. On a vu 2 filles, 2 garçons. Et dans la voiture, il y avait une lycéenne qui était là, mais elle n'était pas morte. Elle se débattait pour sortir et nous avons apporté notre secours. Le chauffeur qui était... Moi, je n'avais pas su si c'était le chauffeur. Il était en tenue kaki. On a essayé de forcer la porte pour enlever la porte pour lui faire sortir. Mais on ne pouvait pas. Donc, on l'a forcé, on l'a attrapé par les 2 mains. On a tiré, on a fait sortir et on l'a déposé. Aussitôt informés, les agents de la police routière se sont rendus sur les lieux pour des fins de constat. Le premier responsable de la police routière invite les parents d'enfants à plus de responsabilité dans l'éducation de ceux-ci. Moi, j'en appelle à la conscience des parents. Ça, c'est un fait courant. Que la direction centrale de la police routière a tout le temps fustigé. On aime bien nos enfants, mais assurer la sécurité des enfants. Après, préparer l'enfant à l'avenir. Pas préparer l'avenir des enfants. Quand on aime un enfant, tu ne dois pas l'exposer à des risques de ce genre. Un père de famille qui remet un véhicule à un enfant qui n'a pas l'âge du discernement, il vient commettre des dégâts comme ça. Il en est responsable. Nous sommes responsables du comportement des enfants. Les victimes de ce drame sont des élèves dont l'âge varie entre 12 et 17 ans. Au moment où nous quittions les lieux, les 4 corps étaient déjà transportés à la morgue par une ambulance de la protection civile. Et puis il faut dire que l'état de la jeune fille Aïssata Boniface Silla, l'une des 2 rescapées de l'accident de circulation survenu mardi dernier à Nungu dans la commune de Ratoma, s'améliore. Elle était dans un hôpital de la place. Son état de santé est satisfaisant. Selon son médecin, l'accident au cours duquel elle a été blessée avait fait 5 morts, tous des élèves. Mamadi de Condé. Au 4e jour de son hospitalisation ce vendredi 17 avril, Aïssata Boniface Silla se sent mieux. Elle peut se mouvoir, sourire aux lèvres. Je me sens bien. Aujourd'hui, ce matin, quand même, je me sens bien. Parce que je peux me lever, m'asseoir. Sinon, avant, je ne faisais même pas ça. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Après l'accident survenu mardi 14 avril à Nongo,
Aïssata a été admise à la chirurgie viscérale à l'hôpital sino-guinéen avec de fortes contusions et des plaies, notamment sur la tempe droite. Le pire est passé après plusieurs jours de traitement. Aujourd'hui, elle s'améliore bien. Après 2-3 jours de traitement, Dieu merci, elle s'en est sortie. Avant-hier, j'ai passé la nuit à côté d'elle. Donc, hier matin, je l'ai fait lever. Elle a marché après les soins. Elle a marché et je pense que tout va bien chez elle. Âgée de 18 ans et élève à 11e année, Aïssata Boniface Silla est l'une des 2 rescapées de l'accident qui a coûté la vie à 5 personnes, toutes des élèves. Le jour du drame, ses amis en voiture l'embarquent à Lambagny. Arrivé à Nongo, le cousin de leur chauffeur dans une RAV4 à vive allure les dépasse. Aïssata se souvient de cet épisode, mais pas de la suite. Donc nous tous on a dit, Moumini lui il est fou, il conduit mal. Hassanatu dit, Lamine il ne faut pas lui suivre. Lamine dit, non attends je vais lui suivre moi aussi. Après lui aussi il a dévié. Après on est parti, il a suivi. Bon, un Mokhtar est sorti devant nous. Après il voulait lui dévier. Après, bon, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Aïssata Boniface Silla est encore alitée alors que l'autre rescapé a rejoint la maison. Elle veut aussi rentrer, mais elle doit encore attendre au moins une semaine selon son médecin. Voilà, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine réalisée pour vous par l'ensemble de la rédaction politique et technique du groupe Évasion Guinée. L'information, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Merci à tous de l'attention. Bonsoir chez vous.